Bonjour, bonsoir, c'est votre frère Kalonji. Nous sommes là, on va rapidement passer à notre émission d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, on avait un invité spécial. Quelle est la position actuelle de l'Union européenne sur la guerre que le Rwanda impose à la RDC et l'invasion des troupes rwandaises en RDC? Mais la position officielle des institutions européennes aujourd'hui, dans les mots, elle est claire. Dans les actes, elle est hypocrite. Dans les mots, elle est claire, et je répète, c'est un progrès, parce que, et d'ailleurs les diplomates congolais qui travaillent comme les membres de votre gouvernement ont obtenu là un vrai succès. Désormais, c'est clair. Et je rajoute, pas uniquement au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU aussi. Au niveau de l'ONU, la résolution qui a été votée mentionne clairement que le coupable, le responsable, c'est le Rwanda. Voilà. Mais quand je dis qu'elle est hypocrite, c'est qu'on a fait la moitié du chemin. D'ailleurs, dans les deux, si vous permettez, au niveau européen, la moitié du chemin, parce qu'on a pris, j'ai envie de dire, une première vague de sanctions, d'avertissement. Mais un avertissement, c'est fait pour clairement dire, voilà, on est gentil la première fois, mais maintenant, si vous ne comprenez pas, on va faire autre chose. Et à l'ONU, c'est pareil. Et à l'ONU, c'est pareil. Puisqu'en réalité, la France a participé pour une fois dans le bon sens, puisque la France a participé à l'élaboration de cette résolution qui condamne le Rwanda. Mais, vous savez, c'est un peu comme quand vous allez voir le pharmacien. Si vous avez l'ordonnance, mais que vous ne consommez pas les médicaments, ça ne sert à rien. Eh bien, là, la résolution de l'ONU disait très clairement qu'on devait mettre en place un certain nombre de mesures pour garantir la paix, pour faire en sorte que ce territoire qui est occupé aujourd'hui retrouve une sécurité, pour mettre en place des forces dédiées à cela. Mais une fois que la résolution a été votée, on est passé à autre chose. Alors après, soyons malheureusement réalistes, c'est que le monde en ce moment est tristement agité. Et dans la hiérarchie des conflits, dans la hiérarchie, si vous me le permettez, des horreurs, des massacres, le Congo est peut-être le plus important en nombre, mais le plus oublié et surtout le moins visualisé. Vous connaissez les médias mieux que moi, vous savez qu'existe ce dont on parle. Or, regardez en Europe, on parle tous les jours de la guerre en Ukraine, et c'est normal, c'est sur le sol, le continent européen. On parle tous les jours, encore plus depuis l'attaque israélienne contre l'Iran, mais on parle tous les jours du conflit au Moyen-Orient, et quelquefois, de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Alors que, vous le savez, c'est là où il y a le plus de victimes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, il faut d'abord dire que un Ukrainien, un Israélien, un Palestinien et un Congolais méritent la même attention et que on ne peut pas s'occuper d'un seul conflit en oubliant les autres. Et puis ensuite, il y a quand même une position assez ambiguë de l'Union européenne et des grands États, puisque vous savez aussi bien que moi la vraie raison économique de ce conflit, c'est-à-dire le pillage des ressources du Congo. Or, quand il y a un pilleur, il y a un receleur et quelqu'un qui achète. Et l'Union européenne se conduit consciemment comme un receleur, puisqu'en réalité, nous achetons des minerais pour l'Europe, en sachant très bien qu'on les achète aux voleurs et pas aux propriétaires. Donc voilà, ce constat fait maintenant, eh bien, il faut absolument que, si on est honnête, l'Union européenne prenne de vraies sanctions. Et on est un certain nombre au Parlement européen, de tous les groupes, à dire, voilà, arrêtons cette hypocrisie. Vous savez, dans le précédent mandat, puisque je vous le disais, c'est mon deuxième mandat, on a voté 138 résolutions internationales, 138. Il y en a très peu qui ont eu des suites. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on débute ce deuxième mandat, enfin on va achever la première année, et bien qu'il y ait des suites. Voilà, il y a une première résolution, elle va dans le bon sens, elle est insuffisante, eh bien on en met une deuxième, on en met une troisième, et M. Kagame doit être reconnu sur la scène internationale
comme ce qu'il est, c'est-à-dire un assassin. Un assassin, et moi je le dis très clairement en tant que Français, le prochain sommet de la francophonie doit avoir lieu, si ma mémoire est bonne, en novembre à Kigali. C'est une honte. C'est une honte pour la francophonie. C'est une honte pour la France qui ne peut pas à la fois à Bruxelles, par les députés de tous les bords français, condamner le Rwanda, à New York, par la diplomatie de l'État français, c'est-à-dire de M. Macron. Sur ce, je ne suis pas d'accord avec lui souvent, mais sur ce dossier, je suis d'accord. Mais condamner le Rwanda et puis ensuite arriver les mains dans les poches, aller prendre un café à Kigali avec des assassins et parler gentiment de la francophonie. Voilà. En plus, je rajoute la francophonie, on doit aussi s'occuper des pays qui ont vraiment la francophonie au cœur. C'est le cas du Congo, c'est le cas de ses dirigeants. Quand je vois les dirigeants rwandais qui s'expriment essentiellement en anglais, je me demande si c'est une francophonie d'intérêt ou si c'est une francophonie sincère. Puisque vous avez parlé de l'économie, allons-y aux États-Unis. Quel est votre avis sur les deals économiques entre les États-Unis et le Congo démocratique? J'en sais rien parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Voilà, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et puis, vous savez, je crois que c'était une phrase du général de Gaulle, mais beaucoup l'ont dit là à peu près la même chose. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voilà. Moi, j'en veux pas aux Américains de défendre les intérêts des Américains. J'en veux aux Européens de ne pas défendre les intérêts de l'Europe. Et donc, ce que je regrette d'abord, c'est que sur ce dossier, l'Europe devrait être en première ligne. Vous connaissez le Congo mieux que moi. C'est extraordinaire parce que tout le monde pense que quand on ne connaît pas le dossier, on se dit ah mais ça doit être exploité par les Européens, ça doit être. En réalité, vous le savez très bien, il y a très peu d'Européens qui exploitent. Vous avez essentiellement des Chinois. Vous avez eu même à un moment des mines qui étaient contrôlées par les Américains qui les ont revendues aux Chinois. Et puis vous avez une série d'autres pays et les Européens sont très absents. Et donc, d'abord, premièrement, je pense que l'Europe aurait dû proposer quelque chose. Mais pour proposer quelque chose, on ne peut pas être à la fois hypocrite en laissant faire le Rwanda et d'autre part essayer de négocier avec les intérêts du Congo. Ce que je dis simplement, et ce que j'ai dit lors de ma dernière visite au Congo à mes amis congolais, je leur ai dit attention, attention. Vous vous souvenez qu'il y a maintenant bientôt 2 mois, Trump a annoncé, et le président Zelensky avec lui, qu'il avait enfin signé le fameux accord sur les minerais rares en Ukraine. On a déjà oublié. Et alors, je vais vous poser une question. Depuis 2 mois, est-ce que l'armée russe s'est retirée du territoire ukrainien? C'est même pire, elle continue d'avancer. Donc, je crois que le problème, le deal n'est pas le fameux deal sur les mines avec les Américains, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen pour avoir une sécurité et retrouver l'intégrité du territoire congolais. Là aussi, je dis ce que j'ai répondu à la première question. D'abord, ça regarde les Congolais. Mais si les Congolais obtiennent en échange de cet accord préférentiel avec les États-Unis, d'abord la libération de tout leur territoire, le départ des troupes rwandaises, la paix dans l'est du Congo, alors je dirais bravo, je dirais bravo. Mais si c'est simplement un traité ou un accord entre compagnies qui se partagent le marché, ben à la sortie, quel est l'intérêt du Congo? Alors, je pense que vos autorités, le président Tshisekedi et ses ministres, sont assez intelligents, ils le comprennent tout seuls. Et puis, je ne vous cache pas que quand j'en ai vu un certain nombre lors de ma dernière visite, je leur ai dit attention, regardez ce qui s'est passé en Ukraine. L'accord a été signé, M. Zelensky l'a accepté. En échange, pour le moment, son territoire est toujours dans la même situation. Donc, oui, il y a un accord, mais l'objectif, c'est la paix au Congo. L'objectif, ce n'est pas de savoir qui va vous acheter les minéraux, qui va vous profiter des richesses. L'objectif, c'est la paix,
c'est de faire en sorte que les massacres s'arrêtent. Eh bien, si cet accord avec les États-Unis aboutit à ça, je dis bravo. Voilà. Mais si cet accord aboutit simplement à changer de multinationale, est-ce que les Congolais y gagneront quelque chose? Alors j'attends le résultat, mais je trouve qu'effectivement cette piste est une bonne piste. Après, soyons réalistes. Avec ce qui se passe en ce moment entre l'Iran, Israël, je ne suis pas persuadé que le Congo soit la principale préoccupation des Américains. Ce qui est logique.